Vivre FM Podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Tous les mois, dans Vivre FM C'est vous, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à l'avancée en âge en partenariat avec le groupe Humanis. Aujourd'hui, nous allons parler du maintien à domicile des personnes âgées et ou handicapées. Le sujet occupe une place importante dans les débats politiques puisque le nombre de personnes âgées ne cesse d'augmenter dans notre société et aujourd'hui, 9 personnes sur 10 optent pour un maintien à domicile. Mais comment choisir la bonne structure ou comment préparer son maintien à domicile? Les invités aujourd'hui vont répondre à toutes vos questions. Bonjour Catherine Launay. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios de Vivre FM pour cette émission spéciale consacrée au maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. À un certain moment d'ailleurs, la vieillesse est considérée comme un réel handicap. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on peut le dire. Alors vous connaissez bien le sujet puisque vous représentez l'association Entraide. Il s'agit d'une des premières structures de maintien à domicile fondée en France. Une structure qui se préoccupe du quotidien des personnes fragilisées depuis 1974 à Paris, en région parisienne. En quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie un petit peu des structures que l'on trouve aujourd'hui ? Il y en a de nombreuses, des structures de maintien à domicile. Qu'est-ce qui vous différencie ? Question difficile et simple à la fois. Entraide, c'est une association, loi 1901, sans but lucratif. C'est une structure qui est présente depuis, comme vous le disiez, depuis 1974. Entraide a su évoluer de ce que l'on appelait un service d'aide ménagère vers un service à la personne. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La grande évolution sur ce secteur des services à domicile. Ça veut dire qu'au départ, le service de maintien à domicile, c'était plus des aides ménagères, comme vous venez de l'expliquer, et qu'au fil du temps, suite à la demande qui a évolué, vos services ont aussi évolué. Oui, voilà. On a mené en tout cas une évolution sur plusieurs années, avec en parallèle une réflexion sur ce que peut être un service à domicile et ce que l'on peut apporter aux personnes. Cette réflexion en parallèle a été menée sur de la prévention, sur un travail sur de la prévention, sur de l'anticipation, en tout cas, de la gestion de situations de crise. Parce que ce que l'on peut voir beaucoup, c'est que des personnes peuvent faire appel à un service à domicile à un moment où ils sont en crise, où la prise en charge et l'aide va être plus difficile. Donc voilà. Donc nous avons beaucoup travaillé sur de l'anticipation et de la prévention de fragilité. Alors, Entraide a fait surgir, l'expérience en tout cas d'Entraide a fait surgir différentes fragilités qui peuvent être l'isolement. Bien sûr. L'isolement, la dépression, pour les personnes âgées, des chutes, des maladies neurodégénératives, et puis le handicap. Donc nous avons essayé de mener des actions liées à ces fragilités, et ce qui nous a amené à ouvrir un centre d'activité intergénérationnel et un jardin partagé. Donc dans ce centre, on a travaillé sur des activités au quotidien. Pour travailler sur ces fragilités, on propose des ateliers de gymnastique douce, d'accord, de yoga, de sophrologie, des sorties culturelles, des cours d'informatique, de l'initiation à l'espagnol. Donc au-delà du maintien à domicile et des services que vous proposez aussi ce genre d'activité, c'est ça ? Voilà, ce qui nous a paru important en tout cas, pour aider les personnes à rester le plus longtemps chez elles et en bonne santé, que l'on soit âgé ou en situation de handicap, c'est d'appréhender en tout cas la situation en domicile dans sa globalité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement amener une aide à domicile qui va s'occuper des courses, de la toilette, du ménage, etc., mais aussi des besoins de la personne, c'est-à-dire un besoin d'activité, un besoin de lien social,
Voilà. Ça c'est très important. En tout cas, votre priorité chez vous, chez Entraide, c'est le respect avant tout, hein. Le respect de la personne âgée ou handicapée, le respect de ses droits et de ses biens. Est-ce que on observe depuis les années 70, par exemple, une évolution en ce qui concerne la demande de maintien à domicile? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées ou de personnes handicapées qui souhaitent rester à domicile? Il y a eu, la grosse évolution a été ce qui a pu ressortir au niveau des politiques, c'est-à-dire le choix d'une personne handicapée, le choix d'une personne âgée, de souhaiter et de vouloir continuer à vivre et parfois à mourir à son domicile. Aujourd'hui, il y a 9 personnes sur 10 qui affirment qu'ils préfèrent rester à leur domicile. On a donné ce choix aux personnes et dans 90% des cas, des situations, les personnes le souhaitent. Parce que on peut peut-être parler, quels sont les avantages du maintien à domicile pour les personnes concernées? Alors, les avantages, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'avantages. C'est plus, moi je parlerais plutôt d'un choix. On peut faire le choix, que l'on soit handicapé ou âgé, on peut faire le choix de préférer vivre dans une résidence-service, dans une maison de retraite, à son domicile, mais c'est un choix selon son parcours, selon sa personnalité. Certains font le choix de vouloir se réunir et partager un appartement ou une maison. Voilà. Pour moi, c'est avant d'être un avantage, c'est d'abord un choix. C'est plutôt un choix. On parle souvent du prix, forcément. Est-ce que c'est plus cher de rester à domicile que d'aller dans une structure comme vous venez de citer, une maison de retraite ou pas? Tout dépend des maisons de retraite, des résidences-services, et puis du besoin aussi au domicile. Le besoin au domicile peut aller de 2 heures par semaine à 24 heures sur 24. Donc donc ça en fait c'est le prix varie en fonction de chaque cas particulier forcément, voilà. Et des cas que vous étudiez et des prises en charge possibles et des prises en charge aussi. On reviendra en deuxième partie. On reviendra en deuxième partie d'émission sur les financements, parce qu'il existe tout un tas de financements justement pour financer le maintien à domicile. Parlez-nous alors de votre structure Entraide. Vous avez une équipe de 32 personnes, 32 salariés qui interviennent auprès de 250 usagers, des personnes que vous avez recrutées en CDI. Ça c'est important pour créer une stabilité auprès de vos clients. Ça c'est l'une des choses importantes. Peut-être dans le maintien à domicile, il faut créer un véritable lien entre les personnes âgées et la personne qui s'occupe d'elles. Oui, c'est important. En fait, dans notre fonctionnement, nous avons chaque aide à domicile est missionnée, on peut le dire, dans un domicile, dans une situation, et on établit ensemble un plan d'aide. Donc un plan d'aide, il est aussi défini sur plusieurs années. Donc on travaille en tout cas sur ce plan d'aide entre la responsable de secteur qui gère son équipe d'aide à domicile, l'aide à domicile, la personne qui participe en tout cas à ce que l'on peut mettre en place avec elle, et parfois des aidants professionnels, des aidants familiers. C'est important justement pour pouvoir réaliser aussi ce plan d'aide d'une stabilité. Bien sûr. Alors, expliquez-nous et expliquez à nos auditeurs surtout qui nous écoutent en quoi consiste concrètement le maintien à domicile. Quels sont les services indispensables et les services que vous proposez justement dans un maintien à domicile? Alors, dans un maintien, en tout cas vivre à son domicile le plus longtemps possible, c'est pouvoir avoir une aide en ce qui concerne son quotidien. Donc ça peut être ses courses, l'entretien de son domicile, avoir un accompagnement sur des gestes du quotidien que l'on ne peut plus réaliser. Donc ça peut être la toilette, prendre ses repas. Rester à son domicile, c'est aussi pouvoir faire des liens avec son quartier, en tout cas conserver un lien avec son quartier, avec son voisinage, avec sa famille. Donc ça permet aussi de l'aide au déplacement extérieur aussi. Voilà. Pouvoir continuer à vivre à son domicile, c'est pouvoir avoir, selon ses besoins, un maximum d'accompagnement.
Bien sûr, pour la vie quotidienne, pour la vie quotidienne, pour les besoins de la vie quotidienne, et puis pour les besoins en tant que personne. Et ça, c'est important justement lorsqu'on fait appel à une structure pour le maintien à domicile, de faire un état des lieux de tout ce que la personne a besoin, forcément, en amont. Voilà, c'est d'abord écouter la personne, et puis observer, et lui, je dirais, l'engager aussi sur ce que nous on peut observer et l'amener à, par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont totalement isolées ou en dépression depuis de très nombreuses années, et qui vont pouvoir dire tout va bien. Quelque part, elles y trouvent leur compte dans cette situation, et c'est de pouvoir justement sur cette stabilité et sur ce long terme pouvoir les amener à ressortir, à reprendre des activités. Alors, le maintien à domicile est au cœur des préoccupations gouvernementales, puisqu'on prévoit 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans à l'horizon 2050. D'ailleurs, un projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 17 septembre dernier. Projet présenté par Laurence Rossignol, la nouvelle secrétaire chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez entendu parler de ce projet de loi ? Oui. Ce projet de loi comprend l'anticipation de prévention de la perte d'autonomie, l'adaptation des politiques publiques au vieillissement, l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Quels sont les points importants, d'après vous, qu'il faut améliorer encore dans le maintien à domicile ? Alors, la prévention. La prévention. La prévention, comme on peut le voir, préparer sa retraite, préparer sa vieillesse. Je pense qu'en prévention, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est, pour l'instant, on était dans le maintien à domicile, on était vraiment dans les situations de crise. Voilà. C'est-à-dire une personne a été hospitalisée, elle rentre chez elle, elle a un besoin d'un accompagnement, et on arrive sur une situation de crise qui dure depuis plusieurs années, et il y a vraiment une difficulté à mettre en place des choses. Si nous pouvons intervenir en amont et avoir un accompagnement bien avant ces situations de crise, les pertes d'autonomie pourront être décalées en âge, et les personnes pourront mieux vieillir chez elles. Donc, ce qu'il faut faire comprendre à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que le maintien à domicile, ça se prépare. Ça se prépare en amont, c'est ça. Il faut pas attendre d'être invalide, si on peut dire ça comme ça, pour faire appel au maintien à domicile. C'est ça que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Restez avec nous. On va continuer cette émission dans un instant. Émission consacrée au maintien à domicile. Pour l'instant, on marque une courte pause. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous, Jean-Baptiste Bergès. Nous parlons aujourd'hui du maintien à domicile dans Vivre FM, c'est vous, sujet qui concerne nos auditeurs. Nous parlons du maintien à domicile des personnes dépendantes, personnes âgées ou personnes handicapées, avec Catherine Launay. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Entraide, l'une des plus anciennes structures de maintien à domicile en France. Catherine, le maintien à domicile se heurte parfois à des obstacles d'ordre d'abord technique et médico-social. C'est-à-dire, quels sont ces obstacles ? Alors, c'est vrai que, en tout cas dans le maintien à domicile, des efforts doivent être faits dans le décloisonnement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup actuellement soit on se situe sur du médical, soit sur du médico-social, soit du social, et il est important que pour qu'on puisse accompagner au mieux les personnes, d'intégrer ce décloisonnement. Plus on travaillera, en tout cas ensemble, mieux les personnes pourront être prises en charge. Les difficultés techniques qu'il peut avoir au domicile, ça peut être l'adaptation du domicile. C'est ça. C'est-à-dire que... Il faut d'abord adapter le domicile d'abord adapter le domicile. Appel pour un maintien à domicile, d'accord. Alors c'est vrai que là, on a deux situations. Si on est en situation de handicap ou en situation de vieillesse, les adaptations techniques ou les adaptations du logement ne seront pas les mêmes. Ouais. Tout dépend des pathologies de chaque personne. Des pathologies de chaque personne. Et ça, les personnes doivent faire leur demande auprès de la structure à qui ils font appel, c'est ça ? Ça, c'est quelque chose qui se voit en amont aussi ?
Alors la structure, par exemple la structure de service à domicile qui les accompagne peut très bien avec eux mettre en place une demande d'aide financière d'adaptation du logement. Alors ça peut être pour les personnes âgées sur des caisses de retraite qui participent à cette adaptation. Ça peut être le département pour des personnes handicapées, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un financement pour adapter leur logement. Ça peut aller du simple une barre de douche à une porte qui n'est plus assez large. Bien sûr. Donc tout ça, ça nécessite quand même de l'argent. Et il existe des financements pour adapter son habitation. Le financement, justement, il y a plusieurs sources de financement pour financer le maintien à domicile, parce que c'est vrai que c'est un service qui coûte assez cher, hein, il faut le dire, pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées. D'abord, de quoi dépend le coût d'une aide professionnelle ? Ça dépend du niveau de dépendance de la personne, c'est ça par exemple aussi ? Oui, ça dépend de la prestation qui va être donnée et de la perte d'autonomie de la personne. Alors selon son handicap, selon pour les personnes âgées, en tout cas les pertes d'autonomie, les personnes sont classées en GIR. D'accord. Donc ça peut aller du GIR 1 au GIR 6, en sachant que le GIR 1, ce sont des personnes qui sont totalement alitées. Et le GIR 6, ce sont des personnes qui peuvent avoir à certains moments un besoin d'accompagnement, mais qui peuvent quand même gérer leur quotidien. D'accord. Et selon ces pertes d'autonomie ou cet handicap, un plan d'aide peut être défini avec un nombre d'heures. Ça peut aller de 8 heures par mois à 56, 60 heures par mois. Et puis il reste, après avoir défini ce plan d'aide, cette évaluation des besoins en nombre d'heures, en tout cas on prend en compte aussi leurs finances, c'est-à-dire ce qu'ils touchent, et selon leurs revenus mensuels, un reste à charge leur est donné. Il existe plusieurs organismes aussi qui subventionnent le maintien à domicile. Quels sont-ils ? Alors, vous avez d'abord des aides financières qui sont gérées par le département. D'accord. Par chaque département en France. Donc, vous pouvez avoir le PCH, qui est la prestation de compensation du handicap. Vous pouvez avoir l'allocation tierce personne pour une personne handicapée. Vous pouvez avoir l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc ça, ce sont des prestations, enfin des prises en charge financières qui sont gérées par le département. Et puis vous pouvez avoir des aides financières sur une prise en charge par les caisses de retraite, les mutuelles, de plus en plus aussi les assurances. Vous pouvez très bien dès maintenant ou très jeune prendre un forfait mensuel pour une assurance de perte d'autonomie dans 40 ou 50 ans. Là, on revient à ce qu'on disait peut-être tout à l'heure en première partie. Vous insistiez sur le fait de la prévention, justement. On va pas se mentir, le maintien à domicile est assez cher pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Donc peut-être le fait de prévenir, justement, on peut peut-être mettre de l'argent de côté pour justement prévenir la dépendance, c'est ça ? Bien sûr. Ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner. C'est un conseil qu'on pourrait donner, oui. Préparez votre éventuel maintien à votre domicile dans les meilleures conditions avec une assurance, un apport à ce moment-là. J'ai vu que vous on peut payer chez vous avec le chèque emploi-service universel. Qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages de ce chèque emploi-service universel ? Alors les chèques emploi-service universel en fait peut être délivrés justement par des caisses de retraite, ou peut être aussi, nous pouvons avoir des aidants, par exemple la famille, des enfants qui peuvent avoir des chèques emploi-service, emploi à domicile, et qui payent aussi des prestations pour un de leurs parents avec ces chèques. Sur des comités d'entreprise, sur des CESU qui peuvent venir de comités d'entreprise, des CESU qui peuvent venir de caisses. Donc ce qu'on appelle c'est des CESU préfinancés. D'accord.
Alors, un conseil pour nos auditeurs, en faisant des recherches pour cette émission, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il existe énormément de structures de maintien à domicile. Comment on choisit une structure de maintien à domicile? Comment on fait le choix? Pourquoi on choisirait telle structure plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelles sont les recommandations que vous pourrez faire à nos auditeurs? Alors, c'est vrai que il y a eu un développement de beaucoup de structures dans le privé, dans le public. Les grosses différences entre chaque structure, je dirais que que l'on soit dans le public ou le privé, vous avez des structures qui ont ce qu'on appelle des agréments simples, qui sont délivrés par la préfecture. Donc c'est un agrément qui permet d'avoir des prestations au domicile qui ne sont pas liées à des pertes d'autonomie. C'est-à-dire les prestations ne sont pas dirigées vers des personnes en perte d'autonomie ou fragilisées. Vous avez des structures qui ont un agrément qualité qui vous permet donc de vous assurer que cette structure a tous les critères où le fonctionnement a mis en place en tout cas des prestations pour intervenir auprès de personnes qui sont en perte d'autonomie. Et vous avez des structures, alors comme la nôtre, il me semble qu'il y en a 27 sur Paris. Ce sont des structures qui sont autorisées par le département de Paris, de service à la personne. Donc c'est un suivi aussi avec le département. C'est eux qui fixent notre tarif horaire selon des critères. D'accord. Donc voilà. Après, libre à chaque personne de faire appel à chaque personne. Après, c'est vrai qu'il faut savoir vers quelle structure vous allez. Et bon, je vous dirais d'aller plutôt vers une structure de service autorisé, bien sûr. Voilà. Je dirais aussi qu'il vaut mieux aller vers une structure de proximité. Catherine Launay, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Je rappelle le site de votre structure, www.entraide-dom.fr. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Dans un instant, la suite de ce Vivre FM C'est vous spécial avancé en âge, en partenariat avec le groupe Humanis. Aujourd'hui, nous parlons du maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. En troisième partie d'émission, nous vous révélerons de nombreux conseils pratiques pour vous éclairer sur le sujet. Midi, 13h. Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. C'est la suite de notre émission spéciale avancée en âge consacrée aujourd'hui au maintien à domicile. Et dans cette partie, je souhaitais vous présenter un blog qui vous permettra de trouver tout un tas d'informations à ce sujet. Ce blog s'appelle maintien-à-domicile-conseil.com et sa responsable Sarah Ox nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Bonjour Sarah Ox. Oui, bonjour. Vous êtes donc responsable du développement dépendance et handicap au sein de la société à domicile, c'est ça? Oui, tout à fait. Cette société met aussi en ligne donc le blog dont je viens de parler, consacré au maintien à domicile. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un peu cette société? Alors, à domicile a été créé en 2005 par Joël Chollet. Donc notre but, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie ou non, dans leur vie à domicile. Donc on fait des prestations de maintien à domicile sur du confort ménager, sur de l'aide aux courses, de l'aide aux déplacements véhiculés, de l'aide au lever, au coucher, tout ce qui touche la vie quotidienne à domicile. On le voit que la demande en matière de maintien à domicile est de plus en plus forte. 9 personnes sur 10 souhaitent rester à domicile. C'est quelque chose que vous observez aussi ? Oui, tout à fait. De plus en plus de personnes nous sollicitent dans le cadre de nos services dans le but de rester à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Et on œuvre au quotidien pour leur permettre de réaliser ce souhait. Alors, le blog dont je parle, maintien-à-domicile-conseil.com, vous donnez de nombreux conseils pour les personnes âgées ou les personnes handicapées qui sont concernées par le maintien à domicile. Quelles sont les principales problématiques auxquelles sont confrontées les personnes qui souhaitent bénéficier du maintien à domicile, justement? Les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, on a des questions de personnes en situation de perte d'autonomie, mais aussi d'aidants. Donc, c'est aussi une population qu'on conseille à travers ce blog, qui sont souvent demandeurs de conseils. Donc, dans ce blog, on y aborde des thématiques très variées. Il y a la santé, le bien-être, la nutrition également. Beaucoup de questions sur la retraite, les pathologies liées au vieillissement et des coups de cœur innovants aussi sur des petits articles qu'on peut créer au sujet d'innovation sur le grand âge. Mais beaucoup de questions sur les droits, la succession et les aides financières qui sont possibles pour la vie à domicile.
En créant ce blog, vous vous êtes rendu compte que la demande justement était forte, que les gens avaient beaucoup de questions justement sur le maintien à domicile? Oui, on a des experts métiers qui répondent aux questions des internautes sur les aides financières, la vie à domicile, les droits, comment faire pour mieux vivre à domicile, tout ce qui peut concerner les aides techniques également. Et on est d'ailleurs en partenariat avec France Médecins pour des questions qui sont relatives à la santé. Donc vous donnez plein de conseils sur les sujets qui préoccupent les personnes âgées et les personnes handicapées, comment éviter les chutes aussi par exemple, ou encore des conseils sur l'aménagement du domicile. Sur votre site, j'ai vu un article sur l'importance de faire appel à un ergothérapeute dans le maintien à domicile. Un ergothérapeute, c'est pas forcément connu du grand public. Pourquoi c'est primordial justement et qu'est-ce que c'est un ergothérapeute ? Alors, un ergothérapeute va pouvoir travailler avec la personne à domicile afin d'améliorer son confort et sa sécurité au quotidien dans son environnement à domicile typiquement. Donc l'ergothérapeute peut évaluer et analyser l'environnement de la personne, va donner des conseils pratiques sur l'aménagement et la façon de vivre à domicile. L'ergothérapeute a également un volet rééducation à domicile afin que les personnes développent les capacités ou les retrouvent après un accident, une opération ou une période d'immobilisation par exemple. Donc on trouve aussi des solutions pour adapter le domicile aux contraintes de vie d'une personne en fonction de son handicap ou des capacités qu'elle a perdues. L'ergo prend en compte une multiplicité de facteurs afin d'aider au maintien à domicile, comme ce que la personne sait encore faire seule, des capacités qu'elle a gardées, ce que la personne reçoit comme aide extérieure de la part des aides à domicile, de ses aidants naturels et du personnel soignant par exemple, et l'environnement de vie à domicile, c'est-à-dire tout l'aménagement des pièces. Alors justement, nous avons contacté Lauriane Gesson, qui est ergothérapeute et dont on peut retrouver son interview sur votre blog. Nous lui avons demandé quels sont les aménagements indispensables à effectuer dans le cas d'une personne âgée ou handicapée qui souhaite avoir accès au maintien à domicile. Écoutez, elle est interrogée par Vincent Geoffroy pour Vivre FM. Souvent, les pièces les plus importantes dans l'aménagement de domicile vont être la cuisine, la salle de bain, les toilettes et la chambre. Voilà, donc dans la salle de bain, c'est tout ce qui est baignoire, douche avec l'installation de sièges, de barres d'appui, de planches de bain, dans les toilettes de réhausseurs. Dans la cuisine, c'est le réaménagement de la cuisine pour faciliter les transferts, les ports de charge, de voir s'il n'y a pas de mise en danger avec le gaz pour certaines personnes. Et la chambre, ça va être pour le lever, le coucher, les transferts. Ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, aménagement. Et après, pour tout ce qui est maintien à domicile, ça va être la coordination des aides à domicile. Est-ce qu'il y aura besoin d'une infirmière pour les médicaments? Voilà. Pour des soins particuliers. Est-ce qu'il y aura besoin d'une aide-soignante pour le matin, pour la toilette ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'un passage pour faire les courses, pour faire des démarches à l'extérieur? Ou simplement pour aider à la préparation du repas, ou est-ce qu'il y a besoin d'un portage de repas, puisque la personne peut se réchauffer des plats mais ne peut plus cuisiner complètement. Alors Sarah Hogg, ce qui est important de préciser, c'est que l'aménagement de domicile dépend forcément du niveau de dépendance de la personne concernée. Ça, c'est quelque chose dont la personne doit discuter avant de faire un maintien à domicile. Oui, tout à fait. Au niveau des avantages du maintien à domicile, c'est surtout au niveau de la dépendance. La grande majorité des personnes, comme vous le disiez, choisissent de vivre leur vieux jour ou leur perte d'autonomie à domicile, et on les comprend. C'est un environnement familier qui permet de garder tous ses repères et ses habitudes et ses souvenirs. On garde plus facilement contact avec la vie sociale, avec la vie qu'on a eu l'habitude d'avoir. Mais c'est également quelque chose qui se réfléchit, puisqu'une évaluation médico-sociale est conseillée pour aider dans le choix entre institution et maintien à domicile, par exemple. Donc ça peut vous aider à identifier les moments clés où vous avez besoin d'une aide dans la journée, afin que tout soit coordonné au mieux entre tous les partenaires du maintien à domicile, comme les services des aides à domicile, le personnel soignant, les kinésithérapeutes, etc. Alors, vous parlez de lien social, c'est vrai que c'est un des avantages du maintien à domicile, puisque déjà la personne âgée ou handicapée voit quelqu'un toute la journée, et puis ça permet aussi de sortir, de voir d'autres personnes, etc. Donc cette proximité, c'est importante. Vous, sur votre blog, vous jouez la carte de la proximité, puisque les internautes peuvent vous poser des questions et vous leur répondez immédiatement. C'est important pour vous, ça aussi, cette proximité ? Oui, c'est primordial de pouvoir avoir une expertise personnelle de la situation du bénéficiaire. L'évaluation se fait d'ailleurs pour nos services à domicile avec une personne qui va interroger sur toute la vie à domicile. Qu'est-ce que la personne arrive encore à faire seule, n'arrive pas à faire seule, et vraiment en fonction du lieu de vie de la personne. On va pas avoir la même approche d'une personne qui vit en race campagne
ou bien sur des hauteurs difficiles d'accès qu'une personne qui habite en plein centre-ville, où là elle va pouvoir continuer à prendre les transports en commun, ça va pas du tout être le même accompagnement. Donc là c'est pareil dans l'expertise sur notre blog, on va avoir cette même approche d'accompagnement personnalisé et de réponse aux questions personnalisées. Alors justement, la proximité, on essaie aussi d'en jouer dans l'émission. J'ai quelques questions que nos auditeurs vous ont posées. Nous avons une question de Marie qui nous écoute dans le 11e arrondissement de Paris. Elle nous dit « Ma grand-mère est très âgée et vit seule. Elle a déjà fait des malaises cardiaques. Existe-t-il des moyens d'alerter en cas de problème ?» Alors oui, dans le cas de malaise à domicile, il peut y avoir des solutions de téléassistance qui peuvent être très pratiques. Donc ce sont un système de bracelet ou de collier qu'on va mettre autour du cou, autour du poignet, pour pouvoir alerter, appuyer sur un bouton et déclencher l'alerte au niveau d'un plateau de téléassistance qui va alors demander à la personne qui est en situation de répondre ou non si tout va bien. Et à ce moment-là, le plateau de téléassistance va pouvoir envoyer des secours, appeler les proches pour pouvoir alerter et justement pouvoir secourir la personne à domicile. Voilà, Marie a sa réponse et je suppose que c'est une question que vous traitez sur votre blog. Oui, bien sûr, les systèmes de téléassistance, tout à fait. Autre question d'Hélène qui nous écoute à Versailles. Elle se demande si une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut rester à son domicile et s'il est possible de mettre en place des aides 24 heures sur 24. Alors, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut rester à domicile, effectivement. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Par contre, malheureusement, toutes les situations ne peuvent pas rester à domicile. Il faut savoir que malheureusement, la maladie d'Alzheimer peut progresser de façon très rapide et dans ce cas-là, le maintien à domicile ne va pas être possible puisque la personne perd ses fonctions cognitives supérieures et ne va plus vraiment savoir s'orienter à domicile, réguler sa journée, assurer sa sécurité à domicile. Donc là, dans ces cas-là, le placement en institution spécialisée va être nécessaire. Mais sur un début de pathologie Alzheimer, il est tout à fait possible d'envisager le maintien à domicile et une aide 24 heures sur 24 peut être possible, effectivement, à travers de l'aide des passages d'auxiliaires de vie. Sarah Ox, j'ai une autre question d'auditrice, Ludivine de Créteil. Elle nous demande, ma mère a 90 ans, a déjà chuté dans l'escalier qui mène à sa chambre. Comment éviter qu'elle ne chute à nouveau ? Alors, c'est vrai que c'est une problématique très présente chez les personnes âgées notamment. Oui, les chutes, tout à fait. Ça intervient souvent la nuit quand la personne se lève dans l'obscurité, se rend jusqu'aux toilettes justement ou des choses comme ça. Et chuter dans les escaliers, c'est très très fréquent, notamment pour arriver à sa chambre, qui est souvent à l'étage. Donc il y a des possibilités d'aménagement du domicile pour réduire les risques de chute et descendre à ce moment-là la chambre dans des pièces du domicile qui se situent à l'étage rez-de-chaussée. Mais ce qu'il est possible également, c'est d'accentuer un petit peu les barres d'appui sur le côté des escaliers, donc tout ce qui est rampe, l'installation de rampes spéciales, accentuer aussi la luminosité, peut-être placer, éviter que les escaliers soient trop glissants par le biais de tapis antidérapants sur les marches. Donc tout un tas de petites aides techniques et d'ailleurs les ergothérapeutes peuvent vous aider dans ces démarches d'aménagement. Et puis autre question de Catherine qui nous écoute à Fresnes. J'ai entendu parler de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, qui pourrait être un soutien pour mon père qui est de moins en moins autonome à son domicile. Comment savoir s'il y a droit et à qui s'adresser pour cette demande ? C'est vrai que le maintien à domicile peut être financé par de nombreuses façons. L'APA, par exemple. L'APA en est une, effectivement. Donc c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est une aide financière qui est accordée aux personnes de plus de 60 ans qui résident de façon stable et régulière en France et qui est financée par le Conseil général. Donc cette allocation peut permettre le maintien à domicile d'une personne. On doit se renseigner auprès des conseils généraux qui donnent cette allocation ou des relais seniors que vous pouvez trouver dans vos villes. On appelle ça des clics ou des espaces seniors qui sont aussi dépendants du conseil général. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le site internet du conseil général de votre département. Sarah Ox, je vous remercie d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Je vous en prie. Je rappelle l'adresse de votre blog maintien à domicile-conseil.com. Vraiment une mine d'or pour avoir plein d'informations concernant le maintien à domicile et puis plein d'informations sur les sujets qui préoccupent les personnes âgées et les personnes handicapées. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette émission spéciale avancée en âge en partenariat avec le groupe Humanis.